Et si on se faisait un peu d'actualité locale? C'est vrai que ça manque, j'en ai fait la semaine dernière et ça a un peu plu. J'ai fait une super miniature et j'ai eu quelques commentaires. Un peu d'actualité locale, c'est vrai que ça manque. On parle toujours de national, très peu de local. Et moi, j'ai envie de mettre en valeur les news de ma ville. Voilà, mes news de Lille. Et du coup, je vous ai écouté quelques petits sujets. Et peut-être un sujet un peu long à la fin, en fonction du temps que ça nous prend, en fonction de mon état de fatigue. Parce que je suis en live YouTube depuis déjà 7h20. C'est un enfer. C'est un enfer. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Le chat découvre avec vous, YouTube. À YouTube, dites bonjour à Twitch. Twitch dit bonjour à YouTube. C'est vrai que ça se fait, ça, de dire ça. Faudrait que je le fasse peut-être, genre, machin, dis bonjour à truc, truc, dis bonjour à machin. Et puis YouTube, vous savez quoi? On va pas commencer le capsule de suite. YouTube, comment ça va? Je demande toujours au chat comment ils vont, j'écoute leurs petits problèmes. Et toi, comment ça va? Est-ce que t'es de bonne humeur? Si t'es pas de bonne humeur, viens sur Twitch. C'est un stream anti-dooming, un stream bonne humeur, où moi je regonfle les gens et je les remotive. Donc n'hésite pas à passer sur Twitch, tu as le lien en description. Et en attendant, petite actu locale. J'ai prévu des trucs. Dans le dernier épisode, vous vous rappelez, dernier épisode, on avait parlé beaucoup du métro de Lille. Alors, métro de Lille, j'avais quelques news, mais c'était pas très intéressant. J'avais notamment les news que Keolis avait fait. Donc Keolis, qui est la boîte qui possède Ilevia, donc qui possède le réseau de métro, avait sorti récemment son baromètre de satisfaction 2024 et montré qu'à Lille, les gens étaient très satisfaits du métro. Vous vous rappelez, la semaine dernière, YouTube, on avait vu que quand même, bon, très satisfait, en vrai non, c'est un enfer. Il y a des histoires de détournement d'argent bizarres, il y a des pilotes automatiques qui sont pas livrés, le métro a 10 ans de retard, les rames sont vétustes, il y a des gens qui doivent descendre dans les quais qui se font raccompagner, il y a des arrêts en plein milieu, c'est une angoisse. Les gens étaient pas contents de YouTube. Mais j'avais vu que, en fait, ils avaient donné les chiffres, ou, en fait, ils avaient fait l'enquête juste après que les trucs qui repris passaient bien. Après, on a fait une enquête juste après que ça se passait mal, et en fait, on calcule la différence des deux pour dire qu'il y avait une amélioration, et qu'en fait, du coup, tout allait bien. Enfin, bref. J'avais vu tout ça, mais c'était un peu chiant. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas parler du métro de Lille. Je vous ai beaucoup parlé du métro de Lille. Je vous ai beaucoup saoulé. Et je pense que vous en avez marre du métro de Lille. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'en branle, moi je viens pas là pour ça, le métro de Lille, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'en peut plus. Je vous ai entendu. Aujourd'hui, on va pas du métro de Lille, ne vous inquiétez pas. On va parler du tram de Lille. Le tram de Lille en 2035. Ah ah, je vous ai bien eu, on reste dans les transports, ah ah, je vous ai baisé. Alors YouTube, heureux, le tram de Lille en 2035. C'est une petite vidéo d'1 minute qui va nous expliquer le prochain tram qu'il va y avoir à Lille. Parce qu'à Lille, il y a 2 lignes de tram. Salut Robin. 2 lignes de tram qui partent de la gare, qui vont après vers la même direction. Et il y avait des projets de lignes de tram qui faisaient tout le tour en mode périph'. Mais c'était pas bien clair. Et du coup, on a des nouvelles. Enfin, on a des nouvelles. Le tram de Lille en 2035. Voyons voir ça. Nous allons vivre une véritable révolution dans les transports en commun dans la métropole de Lille. Une révolution. Dans 10 ans. Avec dans 10 ans. Une ligne de tramway, une sur la zone Roubaix-Tourcoing et une à Lille et sa périphérie. Lille et sa périphérie, c'est la zone du coup qui fait le tour, je crois. Le tram de Lille aura 45 arrêts tous les 500 mètres sur 25 km et 108 000 passagers par. Ah ouais, stylé. Donc on l'aura pour 2050, oui, c'est exactement ça. Hein. C'est... 11 villes seront concernées: Templemar, Wattignies, Loches, Aubourdin, Lille, Saint-André, La Madeleine, Lambersart, Faches-Tuménil, Marquette et Vambrechy. Ah, le tram, il va aller jusqu'à Faches-Tuménil, donc il va aller loin, il va pas juste frôler le périph', il va vraiment descendre. Oh, c'est un peu stylé, c'est cool ça. À Lille, le tram passera dans 3 quartiers: le Faubourg de Béthune, oui, de Lille, oui, les alentours du Zénith. Ah, donc du coup, il passe Faubourg de Béthune. Il vient de Faches-Tuménil, il remonte par Faubourg de Béthune. Il remonte, du coup, à l'ouest vers vers Montebello, j'imagine. Non, peut-être il part d'abord direction l'Homme, après il revient par de Lille. Il refait le tour, il revient par Grand Palais pour redescendre ensuite. Ok, je vois. Alos et Aubourdin, en plein centre-ville. D'autres villes connaîtront des zones plus restreintes de passage du tram, comme Templemar ou Saint-André, et le terminus se situera à Vambrechy. Pour en savoir plus... Ah, c'est un terminus, donc c'est pas une boucle, c'est un terminus. Dans 2 sens, ok. Consultez notre article sur le site Ilactu, le lien est en bio.
Le lien est en bio. Merci beaucoup. Merci Micheline pour toutes ces informations. Bah stylé. Alors du coup, ils disent 2035, donc on l'aura, je pense, en 2050. Hein. Ça, bien sûr, vous connaissez. Mais stylé. On a enfin le tracé définitif du tram depuis le temps qu'on en parle. Moi, j'habitais à Port-des-Postes, mais du coup, le côté du Péri, donc du côté de l'île Sud. Donc je voyais les travaux, mais c'était pas bien clair de par où ça allait passer. Maintenant, on a enfin un tracé. Ça, c'est chouette. Ça, c'est de l'actu local. Ça, c'est l'actu local que j'aime. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'accent picard en train de disparaître. Ça, c'est trop triste, ça. Ça, c'est mon autisme. L'accent picard, si vous connaissez pas l'accent picard, c'est un truc que beaucoup de gens appellent à tort l'accent ch'ti. L'accent ch'ti existe, mais les gens confondent un peu les deux. Et l'accent picard, c'est un des accents les plus répandus, et même une des langues régionales, le picard, les plus répandues dans le Nord. Donc, s'il disparaît, c'est dramatique. Voyons voir. Oh bah, attendez. Il y a pas de son. C'est terrible. C'est terrible. Quand il y a des Parisiens qui viennent, ben, ils comprennent rien. D'un café de campagne, chez Paul Café qui est fort, chez l'accent. Un parler du coin qu'on n'entend plus autant qu'avant. Alors ça, c'est précis, parce que du coup, vu que c'est la... Moi, ce qui me matrixe, parce que je suis matrixé par la linguistique et par les langues régionales. Je suis une anti-jacobine primaire. Ce qui est précis, c'est que du coup, la journaliste là, c'est une journaliste à qui, en école de journalisme, on a forcé à gommer tout accent pour avoir un parler bien orléanais, même pas parisien, mais vraiment orléanais. Et qui là, du coup, après qu'on lui ait arraché son accent par la force, doit se forcer à refaire l'accent qu'on lui a arraché pour un effet comique sur un sujet sur les accents. On marche sur la tête, vraiment. Il y a une glottophobie des différentes régionalités en France, particulièrement dans le monde médiatique, universitaire et professoral, qui est énorme. Le seul accent qui est un peu autorisé, et encore, c'est en presse régionale à Marseille et un peu à Toulon. Mais Toulon beaucoup moins, mais à Marseille c'est autorisé. Partout ailleurs, c'est maté. Mais vraiment maté dans le sang, la sueur et les larmes. C'est un enfer. Et à flic secours, certains le gardent sans y penser. Dans des conversations, on ne peut pas faire autrement que... Il y a des mots qui partent comme ça, puis voilà, c'est notre parler. Oui. Je picarde et voilà. Et on y reste. Moi, je veux garder l'accent, ma picarde. Bah oui, de fou. L'accent, ce n'est Bah oui, garder notre culture. On va pas se laisser remplacer par les Orléanais. C'est ça le vrai grand remplacement. C'est pas les musulmans, c'est les Orléanais. pas du folklore, c'est une musique, celle qu'on garde naturellement. Oui, Aide Montagnière, rappelez-vous d'Aide Montagnière. Je mettrai un bout d'Aide Montagnière si vous voulez. A appris à le taire. Déjà dans les écoles, on vous dit parle correctement. Hein. Oui, ça c'est vrai de fou. Enfin, les écoles qui ont une vision jacobine de la langue où il doit y avoir un français, il y a une France, un peuple, une langue et une francophonie et tout le monde est pareil. Les Québécois ont gros accents, mais c'est tout. Sinon tout le monde parle français pareil, c'est une folie. On ne veut plus savoir. Ça, vous l'avez entendu, vous? Ça, je l'ai entendu déjà du temps de mes filles. J'ai déjà entendu. Personnellement, je l'ai fait aussi avec mes filles. Je dis, tu parles français, tu parles pas. Ah oui, évidemment. Pour les défenseurs de la langue picarde, l'accent n'est pas qu'une question de son. Il est victime de son temps. Ouais. Ah, ben v'là, y a-tu quelqu'un? Le gros problème, c'est qu'avec une génération de ceux-là qui arrivent, qui sont comme au terre tous là sur leur poche, ils envoient... Ils sont comme au terre tous sur leur poche. Ouah, c'est la photo jeune. Elle a vraiment un avis boomer, c'est la photo jeune. Mais en vrai, vu qu'elle est picarde et qu'elle a l'accent, je l'aime bien, donc je lui pardonne. Vas-y, je suis une bordeuse. J'assume. Message sans parler. L'accent, c'est quelque... C'est complètement con. C'est complètement con. Les gens passent leur temps à parler. Enfin, vraiment, c'est stupide. Comme take. quelque chose de rebelle, c'est quelque chose qui parle de l'identité. Et s'il n'y a plus l'accent régional, qu'on voit disparaître, il y a toujours des accents qui apparaissent. Quand je... Déjà, arrête de faire le prophète, t'as pas l'accent, et t'es putain de libraire. T'as des livres en picard dans ta librairie? J'ai curieux de savoir. Je parlais des l'accent des banlieues. Absolument. C'est toujours un marqueur social. L'accent des banlieues, c'est quoi ce truc? Attends, quoi? L'accent des banlieues. Absolument. C'est toujours un marqueur social. Ouais. Il y a toujours du mépris. Mais pour le linguiste Jean-Michel Éloi, Beaucoup pas troublante. perdu. Il se passe des choses intéressantes en Picard, sur le plan langue, sur le plan littérature, sur le plan de l'art du conte, du théâtre, de la poésie, etc. Ah, théâtre, j'ai une coloc qui est fan de théâtre. Des choses vraiment intéressantes qui se passent. Et pour le mot de la fin, laissons parler ceux qui le font vivre. Ouais. Et puis, tu elle dit que le Picard, c'est le lingot de 5 heures, avec un T. C'est vieux, hein, quand même.
Ah, c'est très mignon. C'est très mignon, mais par contre, le mec qui fait le prophète, déjà, il m'a énervé. Et puis, en fait, c'est un peu un faux débat, un débat de con, vous voyez, sur est-ce que le Picard va disparaître ou pas, parce qu'en fait, ça disparaît pas comme ça. Des tentatives d'uniformisation de la langue, il y en a eu plein. Et même si ça marche, t'as toujours des différentiels qui se recréent. Alors, c'est plus compliqué avec la mondialisation et avec la communication via Internet, mais il y en a toujours. T'as toujours, parce que t'as toujours des régionalismes, t'as toujours des... Alors, c'est pas forcément sur l'accent, mais t'as toujours des langues régionales. Toujours, toujours, toujours. Et quand la France sera sous la glorieuse révolution et qu'on fera du municipalisme de partout, eh ben on aura nos expressions locales et on sera très heureux. Voilà, voilà. C'est mon avis. C'est mon avis, l'accent picard, encore de beaux jours devant lui. Et si c'était lui, ce sera donc son frère. Voilà. Mais j'aime bien écouter des gens parler picard, c'est Mimi. Est-ce que vous voulez que je vous mette un peu de musique avec de l'accent? Non, non, toi tais-toi. Voilà. Par contre, il faut qu'il se taise lui. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous mette un peu de chanson avec un petit accent? Voire un gros accent? Les loups, ça n'aboie pas. Les loups, ça n'aboie pas. Voilà, je t'ai imité aussi, c'est facile, hein. C'était hilarant. C'était hilarant. Qu'est-ce qu'on se met? On se met bien sûr du Aide Montagnère. Bien sûr des Montagnères, mais laquelle on se met de Aide Montagnère? Le Terry? Le Terry, c'est bien. Il est où le Terry? Aide Montagnère. Terry. Tout un haut de Terry, voilà. Voilà. On va célébrer un peu. Je vous mets un peu de son. Valise et partent voyager à la campagne pour voir leur femme. Dans mes bagages. Et à ce train, et je passe mes vacances tout en haut de Ch'téry. J'ai toujours de la chance, et rien y est jamais pris. J'ouvre ma toile de tente, vis tout seul, et je m'arrange. Je suis heureux de faire du campage. Du campage! La culotte, du bien mieux qu'à l'hôtel. Je mettrai du rouge à mes orteils. À Chambéry. Mais je suis au fait tout un haut de ma Ch'téry. C'est mignon le Picard, c'est beau. Une vacances, tout en haut de Ch'téry. Allez le chat! J'ai toujours de la chance. Ah, c'est ami. Bien sûr, je connais la façon de Renault. Je veux être montagnard, il a l'accent. Petite peau des yeux. Ils ont des bas d'hiverne. En s'embrassant, dans ses blés, dans ce luzerne. Ils font des catouilles en s'appelant manqué. Et moi je vois tout ça, tout en haut de mes Ch'téry. Cinq litres de pinard. Volé tout en bas des Ch'téry. Ou meurtri. Un caillot. Un morceau.
D'être guéri. J'ai remonté tout en haut de Ch'téry. Pendant 30 ans. On passe. Ça se casse. Je n'entrerai plus jamais tout en haut des Ch'téry. Fini désormais, le médecin je l'ai bien compris. Après 40 ans de fosse, mes poumons, ils ont quelque chose. La poussière de carbone, on appelle ça la psychose. C'est bientôt mon tour de partir comme tant de vieux et de faire un long séjour là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me laissera quand on serait au paradis. Encore venir en vacances tout en haut de ma terrie. Voilà, c'était le Montagnard, c'est très mignon, c'est un peu triste. Et c'est ça l'accent picard aussi. Voilà. Autre sujet, maintenant qu'on a eu toutes ces émotions. Autre sujet. J'ai vu ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai eu envie de vous le montrer. Dans le truc un peu feel-good mignon. Vous avez pas envie de voir des chiens qui nagent pour aller sauver des gens. Moi je pense que vous avez envie, vous avez besoin de voir ça. Donc on va se mettre ça, c'est 1 minute 50. Et puis je savais pas qu'il y avait des chiens sauveteurs qui étaient entraînés dans le nord, j'étais pas au courant. Donc let's go, c'est stylé. On va se mater ça. On va se mater ça, si on arrive à avoir du son. J'espère qu'il est en mode Ch'téry. Bah j'espère aussi hein. C'est un peu émouvant. Mais le Montagnard c'est très émouvant comme musique. Je vous encourage à aller chercher. Je mets souvent au début de stream, c'est vraiment très très mignon. Le Terre-Neuve n'hésite pas à sauter du bateau pour venir en aide à la victime. Ce chien peut tracter jusqu'à 500 kilos. 500 kilos ? Le sauveteur. L'idée c'est qu'il fasse quand même le moteur. Donc moi je me fatigue pas pendant que je tiens. 500 kilos ? Et puis une fois qu'eux viennent me récupérer, on peut utiliser nos forces pour venir en aide à la victime. Exercice réussi ? Oui, plutôt réussi. En tout cas, la victime, elle est à bord. Elle revient. Attendez, le chien, on aurait dit Notari quand il est grimpé sur le bateau. Pour venir en aide à la victime. Exercice réussi. Regardez, on dirait Notari. Oui. Onk. Elle revient. C'est trop mignon. Crampe, tout va bien. Dans l'eau, 500 kilos, ça va. Tu les tractes, les 500 kilos, trouble antacide. Tu les tractes, on va à la piscine, on prend 5 personnes de 100 kilos, tu les tractes, toi. C'est trop dur, ça. Franchement, le chien, il est trop stylé. Un humain, il peut tirer une péniche, la vérité. Pas moi. Flemme. Les chiens s'entraînent avec leur maître dans différentes configurations. Le but... Évidemment. Les loups, ça n'aboie pas. Les loups, ça n'aboie pas, Dali. Voilà, j'étais c'est facile, hein. C'était hilarant. C'était hilarant, merci beaucoup. Agir dans la vraie vie, Alain a été témoin d'un sauvetage lors d'une course de natation. Le chien était assis sur le bord, il regardait la course, les nageurs. Dès lors qu'il y a eu un appel à l'aide, le chien a commencé à partir, le mettait parti également à toute vitesse. Waouh, trop stylé le Terre-Neuve. Une trentaine de chiens venus de 6 bases en France et en Belgique enchaînent les exercices dès leur première année de vie. C'est trop stylé les chiens d'assistance. Moi, il adore ça. C'est une seconde nature. Même le matin, quand on part à l'entraînement, on prépare les affaires, on le tient plus, il pleure, il sait où on va, il sait qu'on va travailler en fait. Allez les chiens au pied. Des chiens opérationnels dès 3 ans qui pourraient intervenir auprès des sauveteurs SNSM si la France leur accordait un statut. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse reconnaître l'utilité du chien de sauvetage à l'eau au même titre qu'un chien policier ou autre. Un chien guide d'aveugle, par exemple. Des connaissances qu'on a au niveau de la fédération pour aider à former les sauveteurs professionnels. En attendant que trop la stylé. France autorise l'utilisation. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ces grosses boules de poils, ils sont trop mignons, ils vont à la mer. C'est trop mimi. Sauveteurs, c'est déjà le cas dans certains pays européens,
notamment sur les plages italiennes. Singe ensemble, singe plus fort. Bah là, on avait 5 chiens, chacun 500 kilos, 2 tonnes 5 qui peuvent tirer les 5 chiens dans l'eau. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ils sont trop forts. Je les aime trop. Voilà. Petit truc un peu mimi, un peu feel good. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai du moins feel good. Là, j'ai des trucs un peu doumants. Mais c'était trop mignon, les petits dogs. Attendez, on se remet des moments de chiens. Terre-Neuve, non. n'hésite pas. Remets-moi les moments les chiens qui marchent pour aller à la mer. Professionnel. Remets-moi les chiens qui vont à la mer. Regardez-les, ils sont trop mimi. La France autorise l'utilisation des chiens sauveteurs. Regardez-les, ils sont à la queue leu en mode hop hop hop, on va se baigner, hop hop hop, on va aller sauver des gens, c'est trop adorable. C'est déjà le cas dans certains pays européens, notamment sur les plages italiennes. Oh là là, c'est trop stylé, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Bon, changement d'ambiance, j'ai un truc pas fun du tout. Pas fun du tout. Vous voyez qui était Leslie Morvan? C'est Cindy Morvan, pardon. J'ai dit Leslie Morvan. Cindy Morvan, cette meuf-là, là, qui est décédée il y a quelques jours. Est-ce que vous avez eu l'info? Est-ce que vous savez qui c'est? Enfin, qui c'était? Pour ceux qui l'ont pas, pour les trois du fond, qui suivent pas, Cindy Morvan, un gros nom de la scène du vélo féminin. Si vous suivez un peu le vélo ou si vous êtes du Nord, c'est une meuf qui était plusieurs fois championne cycliste sur piste, détentrice de plusieurs records olympiques, gagné 3 fois l'enfer du Nord féminin. L'enfer du Nord, c'est le Paris-Roubaix, donc c'est la course sur les pavés sous la pluie, c'est des courses les plus hardcore qui existent dans le vélo. C'est une meuf qui pesait dans le game. Il est arrivé un drame affreux. Donc j'ai un petit article du Parisien se concerne sur la mort de Cindy Morvan, tuée à Calais par la compagne de son ex-conjoint. C'est sombre. C'est vraiment sombre. Le monde français du vélo pleure Cindy Morvan, une cycliste qui avait été championne de France sur piste, tuée par arme à feu par la compagne de son ex-conjoint. C'est un peu la fierté de Calais, si vous voulez, dans le sport. Le Calais, c'est très très fier d'avoir Cindy Morvan. Elle était ambassadrice de Calais dans le monde du sport. Championne de France sur piste. Je vais remettre un peu de zik. Voilà. Championne de France sur piste et investie dans la promotion du cyclisme féminin. Encore féminicide. Cindy Morvan a été tuée ce vendredi, abattue par arme à feu par la compagne de son ex-conjoint, donc la nouvelle meuf de son ex, à Calais, dans le Pas-de-Calais. Un crime qui a généré une importante vague d'émotions dans la région, mais aussi dans la communauté cycliste. Sombre histoire d'hétéro, ouais, de fou. Cindy Morvan, ancienne championne de France sur piste, a été abattue vendredi dans la Calais, dans le Pas-de-Calais. La sportive de 39 ans est morte après avoir été visée par la compagne de son ex-conjoint qui a ouvert le feu dans l'immeuble où résidait la victime. Selon les informations communiquées par le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, l'autrice présumée des faits aurait utilisé une arme de gros calibre. Peu après le drame, l'assaillante s'est donné la mort dans sa voiture, stationnée sur un parking à proximité. Un message a été retrouvé à ses côtés dans lequel elle faisait part d'excuses sur ce passage à l'acte, selon Patrick Leleu. C'est tellement sombre. Genre, c'est la nouvelle meuf de son ex qui allait la buter avant d'elle-même se buter. Oh, c'est sombre de fou. C'est un meurtre-suicide, quoi. Cindy Morvan tenait, d'après le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, des relations extrêmement tendues avec la compagne actuelle de son ancien compagnon. Il y a différents importants entre les deux femmes qui auraient pu mener à ce geste extrême de l'assaillante. Geste extrême, meurtre-suicide, c'est beaucoup quand même. Hein. D'autres personnes dans le compagnon de l'assaillante devraient être entendues dans les prochains jours. Ah oui, c'est vrai que... C'est important d'avoir son version quand même. Qui était Cindy Morvan? Cindy Morvan, 39 ans, est une bénévole passionnée et engagée depuis de nombreuses années dans la Fédération française de cyclisme. Elle est également ancienne championne de France sur piste en cadette, titulaire d'un diplôme d'entraîneur et particulièrement investie dans le développement du cyclisme féminin dans sa région. Elle a été mère de 2 enfants mineurs, Erwan et Elian. Wow, elle avait 2 gosses. Waouh. 2 gosses, si j'ai bien compris, parce que je me suis renseigné un peu sur l'histoire, 2 gosses qu'elle a eu avec le mec. Donc attends. Elle a rencontré un mec, elle s'est mise avec le mec lui a fait 2 gosses, puis elle s'est barrée avec une nouvelle meuf, elle s'est engueulée avec la nouvelle meuf l'a butée avant de se buter. C'est turbo sombre. Oh les gosses, c'est... les pauvres gosses. Hein. C'est un enfer. On peut avoir un sang chien après. Ouais. Il y aura un truc mignon, vous inquiétez pas. Pour Myriam Préto, en charge du cyclisme féminin à la FFC, Cindy Morvan incarnait les valeurs de notre réseau, engagement, générosité, énergie communicative. Moi, je l'ai croisée une fois, Cindy Morvan, elle avait l'air très gentille. Bah, je lui parlais une fois, quand même.
Elle laisse une empreinte précieuse dans l'histoire de la promotion du cyclisme féminin. Cindy est une personne dévouée et passionnée, et sa présence chaleureuse et son énergie vont terriblement nous manquer. A commenté l'Union Vélo Club. Live anti-dooming, mais t'inquiète, il y a des trucs anti-dooming après. Cindy Morvan incarne l'engagement et la transmission, blablabla. Je ne peux ni le comprendre, il y a que d'éclater le drame puisse se produire. Bah, bon, après, les réactions des gens choqués, ça, on les connaît. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je suis triste et que personne n'a parlé, alors que c'est une meuf qui était quand même vachement cool. Qui était vachement cool et qui, notamment, était très engagée sur l'inclusion dans le sport. Notamment pour les questions de handicap. Et du coup, elle a été beaucoup engagée sur les trucs un peu paralympiques, du vélo, etc. Et moi, je suivais un peu de très très loin ce qu'elle faisait. Du coup, quand j'ai appris ça, ça m'a rendu un petit peu triste. Voilà. C'était pas très cool. Voilà, j'étais triste. Je vais pas m'éterniser dessus parce que vous avez compris à quel point c'est la sauce. Et justement, vu que c'est un live anti-dooming, j'ai un truc mignon pour vous. J'ai un truc premier degré mignon. Est-ce que vous voulez le truc mignon? Parce que vous... Est-ce qu'on veut le truc mignon? Non, d'abord, on va mettre un truc vraiment patrimoine. Vraiment patrimoine. Avant ça, autre sujet. Les coulisses de la Société des antiquaires de Picardie. Ça vous intéresse, ça? Ça, c'est de la culture. La Société des antiquaires de Picardie. Mignon. Ah bah, Olive, tu sais ce que c'est le truc mignon? Je t'en ai parlé. Spoil pas. Spoil pas. On va se mettre la Société des antiquaires de Picardie, ensuite le truc mignon. Je me suis toujours demandé ce que c'était que cette bibliothèque. Ah, un peu de son, par pitié. Picardie. Ça vous dit qu'on aille voir? Bonjour Jean-Loup. Bonjour Julien. Qu'est-ce que c'est cette petite partie? Alors, Olive, t'as loupé le moment où on a passé 5 minutes sur des chiens sauveteurs en eau qui sont entraînés dans la baie de Somme avec du coup des images magnifiques avec tous les chiens qui sont tous les uns à la suite des autres très heureux et qui avancent vers la mer avec un grand sourire. C'était trop mignon. T'as loupé ça, Olive. Désolé. Il a du musée de Picardie. Où est-ce qu'on se trouve? Alors ici, nous sommes dans le siège historique d'une société savante, la Société des antiquaires de Picardie, qui est très liée au musée, puisque c'est elle qui est à l'origine de la construction de Non, je veux pas, Olive. Et également de la constitution d'une partie de la collection. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez alors comme document ici? Alors vous êtes ici dans la partie bibliothèque, donc où... Le plancher qui craque. Ça, c'est des vrais antiquaires. Les vrais antiquaires, leur plancher, ils craquent à chaque pas. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On conservait environ 80 000 volumes en lien avec le patrimoine local, l'histoire de la Picardie, l'histoire de l'art, la linguistique picarde également. Moi, Véronique, j'imaginais qu'on était un peu dans une société secrète, un peu fermée au public. Ouais, il a cru que c'est les francs-maçons. Mais non. Les portes sont fermées pour les besoins de l'interview, mais elles sont en principe ouvertes. On accueille énormément, évidemment, d'étudiants. Bah oui, en histoire, en archéo, tout ça. Ils profitent de nous, on profite d'eux. Donc, pas croire que les antiquaires, ils sont pas un peu tristes que la Révolution ait lieu. Ah, peut-être, hein, peut-être. Et il n'y a absolument aucun critère de restriction, si vous voulez, à part qu'il faut être motivé par la Picardie. Oh. Mais alors financièrement, ils ont fait comment pour le construire, ce musée? On a organisé en fait plusieurs tombolas qui ont permis de recueillir des fonds nécessaires. C'est grâce à l'argent de l'achat de ces tickets de tombola qu'on a pu financer la construction du musée. Oh, le musée Napoléon, c'est bon, tu m'as convaincu, Olive. Tu m'as convaincu. Mais je bande quand même sur les vieux trucs. Une importance particulière pour Amiens et pour l'histoire de sa cathédrale, c'est ce manuscrit qu'on appelle l'écritel de la confrérie du Puy, qui a été réalisé, enluminé en 1490, et qui est en fait le... Et ils le touchent sans gants. Vraiment, ils sont détendus, les antiquaires. Genre, pas de gants, rien à foutre. Allez hop. Le statut de cette confrérie. Voilà, un très gros album. Ouah, le bouquin. Oh, le pavelard. Des dessins d'architectes, de détails pris sur la cathédrale d'Amiens. Trop stylé. Qui nous montre l'état de la cathédrale. Waouh. On décore ici de la flèche antérieure aux grandes restaurations menées par Viollet-le-Duc à partir de 1849. Trop stylé. Annales archéologiques de Diderot, ah ouais. Bon, c'est un objet anecdotique, mais qui a une très grande importance pour nous et qui est quand même un petit peu curieuse pour le public. Voilà, ce sont ces deux urnes. C'est quoi? Que vous voyez là, et qui sont de véritables antiquités, puisqu'elles datent de la création de la société, et elles servent encore, tous les ans,
au mois de décembre pour élire un certain nombre des membres du bureau. Ouais, ils font le tirage dans les mêmes urnes depuis 3 siècles, ça c'est un peu stylé. Le Graal. Bulletin secret, on utilise toujours les mêmes urnes et avec grand plaisir. Ça c'est un peu cool. En vrai, la même urne depuis 300 ans pour l'élection, c'est un peu cool. Bon voilà, c'est petit culture patrimoine. Et maintenant, vous l'avez mérité. Attendez, déjà, avant ça, avant le truc mignon déjà, on va se remettre un petit coup de chien. Parce que quand même, vous l'avez mérité, on a parlé d'un truc un peu triste. Vous l'avez mérité, on va se remettre un petit coup de chien. On va se remettre un peu de chien qui marche vers la mer avec un air content. Voilà. Oui. Professionnel. Regardez-les! La France autorise l'utilisation. Regardez-les! C'est déjà le cas dans certains pays européens, notamment. Regardez-les comme ils sont mimi! Voilà, ça met un peu de chien. Et maintenant qu'on a eu les chiens, je vais vous montrer un truc, dans les trucs mignons. Le bébé pandarou né aux eaux de l'île a besoin de vous voter pour choisir son futur prénom. Ça, c'est de l'information de la plus haute importance. Information de la plus haute importance. À Lille est né un bébé pandarou. Oh, déjà, c'est incroyable. Regardez-le. Regardez, et on peut voter pour choisir son nom. Il est incroyable. Il est trop mimi. Donc, né en juillet dernier, le bébé pandarou fait le bonheur du zoo de Lille, mais pour l'instant, il grandit bien à l'abri dans son nid, sous l'œil attentif de ses soigneurs. En attendant de le voir, il est possible de voter pour lui choisir un prénom. Les votes sont verts jusqu'au 7 novembre 2025. Donc, du coup, il vous reste encore 3 jours. Maintenant, on appelle Fridon. Non, il y a des choix imposés, c'est un peu la douille. Faut pas l'appeler Fridon. Une naissance porteuse d'espoir. Hein. Le pandarou originaire des forêts de l'Himalaya et du sud-ouest de la Chine est classé comme une espèce en danger. Selon les estimations, la population sauvage a chuté de près de 40% au cours des 50 dernières années. Et d'ici 30 ans, elle pourrait encore diminuer de 10% en raison de la déforestation et du braconnage. Les naissances s'inscrivent dans le cadre du programme européen, blablabla. 3 prénoms au choix, voilà, c'est ça qui est intéressant. 3 prénoms au choix, les 3 prénoms sont un peu gaze. Pour célébrer cet heureux événement, la ville de Lille et l'équipe du parc zoologique propose aux habitants de choisir le prénom du petit pandarou. 3 options ont été retenues, toutes inspirées de l'Asie, terre d'origine du pandarou. Nous avons soit Oupa, diminutif d'Oupahar, qui signifie cadeau en hindi. Moi, Oupa, je pense que ça fait Oompa Loompa, j'aime bien. Moi, j'aime bien Oupa. Nous avons June, diminutif de Nagarjun, une réserve naturelle du Népal. Moi, je pense que ça fait Kim Jong-un. Du coup, j'aime bien aussi. Ou Koshi, diminutif de Koshi Taput, également une réserve népalaise. Alors ça, j'aime moins. Le chat, vous allez voter avec moi. Pourquoi est-ce qu'on vote? Ou pas June ou Koshi? Qu'est-ce qui lui va le mieux, selon vous? Koshi, j'adore, ok. Trident, j'ai un peu la vision, Archie. Hein. Trident, j'ai un peu la vision. C'est quoi votre avis? Est-ce que je fais un sondage? Mais évidemment, je vais faire un sondage. Évidemment, je vais faire un sondage. J'arrête de stream. Hop là. Il est où? Koshi, ça fait genre gros Koshi, genre le crâne, je sais pas, c'est bizarre. Gros Koshi, j'ai pas la ref. C'est quoi gros Koshi? Il a une tête de Koshi, je suis d'accord, tu trouves? Moi j'aimais bien Oupa, ça fait Oompa Loompa, c'est mignon. Hop là, je vais vous faire un petit sondage, tac. Nouveau sondage. Chargement de la page de sondage. Alors. Quel nom? On a donc Oupa, June ou... Ce serait comment? Koshi, avec un K, pas avec un C. Ok. Ou Koshi. Pareil, je vous mets 5 minutes, vous avez les points de chaîne pour voter si vous voulez. Et je me plierai à votre décision. Hop. Commence un sondage, oui, voilà. J'ai mis mon stream en pause, j'ai pas le son d'ici pour pas hijack. Je vais gérer un sub, alors pas pitié, offre sub vite pour que je retourne faire la vidéo ou quoi. Oui, offrez un sub à Rocket, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais rappeler Marlène perso. Qu'est-ce que... Quoi? Mais ça va, Sodome? Faut un compte de la vue quelque chose pour voter vraiment? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout.
Participer.lille.fr. Oh non. 100% faut un vote. Ah non. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Attendez, je vous l'ouvre dans un nouvel onglet. Ok, c'est June qui l'emporte pour l'instant. On décide ensemble du nom du bébé panda. Attendez, est-ce que je peux avoir tac. Je vais ouvrir YouTube et je vais chercher des vidéos de panda roux. Offrez un sub à Rocket, oui, par pitié. Vous êtes en train de faire une bite sur le sondage. Bravo. Hein. Vous l'appelez Benalla. Bizarre. Moi, je préfère Frident. Hein. Frident, j'ai un peu la vision. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Panda roux. Voyons voir. Cri du panda roux. Le sifflement, le grognement. Le panda roux, une espèce vraiment unique. Voyons voir. Putain, mais il recommence à faire des siennes, mon clavier. Ah, c'est un enfer. Voilà, c'est bon. Voilà. Par pitié, charge. Voilà. On le dit, tantôt raton laveur, tantôt ours, tantôt renard. Il fait la taille Tape-le, mais non. En Himalaya. Et oui, avec son pelage flamboyant, sa bouille toute ronde et sa démarche un peu gauche, notre invité fait l'objet de... Ah, merci Sodom pour le sub offert à Rocket. Je vous propose donc... Allez, merci beaucoup. Cet animal aux nombreuses identités. Merci beaucoup Sodom. Ou panda éclatant, ou petit panda de l'Himalaya. Petite présentation du panda roux. Un ours mal léché, c'est un ursiderme, les pandas roux. Pour commencer, le moins qu'on puisse dire de notre invité, c'est qu'il n'est pas commun du tout. En fait, il est même complètement unique. C'est Firefox, oui, de fou, c'est Firefox. Représentant vivant de la famille des Éluridés. Du tout un ours. Il n'a aucun rapport avec le panda géant, si ce n'est que ces deux goulus raffolent du bambou, mais ça... Oh, regardez-le à droite avec sa petite langue. Il est... Oh, je suis désolé, il est tellement goofy. Il est tellement goofy. Avec sa petite langue par-dessus bambou. Je l'adore, il est trop mignon. Je l'aime trop. Il est pas trop chou. Avec sa petite tête. Je l'aime trop. Donc, pour revenir au physique de notre petit panda, on est sur un bon 57 cm de long en moyenne. Ok. Et sa tête sont d'un roux éclatant, d'où son nom de panda éclatant. Son ventre et panda éclatant sont quant à eux noirs, ce qui fait de lui un as du... J'ai envie que ce soit mon petit pote, mais oui, de fou. Dans les forêts où il vit. Particularité rigolote, il possède une queue quasiment aussi longue que son corps entier. Elle mesure près de... Ah, comme moi. Allez. 40 cm en moyenne. N'étant pas préhensible, c'est-à-dire utilisable comme un cinquième membre, cette grosse queue sert de plaide pour éviter... Je suis fatigué. Mais utilisable comme un cinquième membre, cette grosse queue, je suis désolé, ça me... Je suis fatigué, écoutez. Ça fait 8 heures que je live. La grosse queue comme cinquième membre, c'est... Ouais. Bref. Et d'avoir froid, le petit panda enroule sa queue touffue autour de lui pour se réchauffer lors des froides nuits d'hiver. Doté d'une fourrure épaisse, même ses pattes sont entièrement poilues. Il devait me manquer la grosse queue. Aujourd'hui, le panda roux évolue au cœur de l'Himalaya. On le rencontre entre 2200 et 4800 mètres d'altitude. Ah ouais. La Birmanie, au Népal et dans quelques régions d'Inde, de Chine. On dit pas Birmanie, on dit Myanmar, je crois. Forêt, là où le bambou pousse à foison, le panda roux est arboricole. Il évolue la plupart du temps dans les arbres. Il possède d'ailleurs un 6e doigt, tout comme le panda. Cette excroissance provenant d'un os du poignet lui permet notamment d'attraper les feuilles de bambou pour les ramener. Il est trop mimi. Et les déposer. Il est adorable. Ce drôle de petit animal, ni vraiment renard, ni vraiment raton laveur, a donc fait l'objet de nombreux mythes et légendes. D'ailleurs, rien que son nom est une énigme. Le mot panda serait une adaptation en anglais de Punia en népalais qui signifie
mangeur de bambou. Bon, jusque-là ça va, mais attendez, ce n'est pas fini. Son nom chinois, Xiaoqiong Mao, pardonnez la prononciation, signifie quant à lui petit chat ours. Et en anglais... Oh, petit chat ours! Attendez. Petit chat ours, c'est trop mignon! Voilà, vous avez la blague, bien sûr. C'est ça en plus petit. C'est donc ça, un petit chat ours. Voilà. Beaucoup d'humour. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Comme le fromage, exactement, Isme, voilà, merci. D'ailleurs, un navigateur internet qui porte son nom, Mozilla Firefox. Le Bougamao dans son blaze, il est légendaire, oh, archi. Mais on le qualifie aussi de raton laveur himalayen. Bref, il y a de quoi en perdre son latin, enfin son anglais, enfin son népalais, enfin ce que vous voulez. Et en parlant de son latin, son nom scientifique, Ailurus fulgens, signifie littéralement balance-queue brillant. Voilà, c'est tout pour moi. Débrouillez-vous avec ça pour lui trouver un nom à ce petit panda. Encore des pandas roux, encore des pandas. Je suis une légende, Will Smith, les zombies. Vous l'aurez compris. Non! Mais il a toujours la langue sortie, c'est terrible. Il passe son temps à tirer la langue. Regardez comme il est fluffy, comme il est tout mignon. Il est trop cool. Je l'aime trop, j'ai envie de lui... Il faut pas, c'est un animal sauvage, mais quand même, il est trop mignon. Notre invité suscite son lot de curiosité, et ce depuis de nombreuses années et sous bien des aspects. Dans une région du centre du Bhoutan, par exemple, le panda roux serait la réincarnation de moines bouddhistes, sa fourrure faisant penser aux toges orangées des moines. On lui prête également des attributs de chance. Apercevoir un petit panda pendant un voyage, garantie. Oui, t'as raison Archie, c'est un Ewok IRL, t'as tellement raison. Malheureusement, notre invité est aussi parfois victime des pouvoirs qu'on lui prête. À l'ouest du Népal, certains chamans utilisent sa peau et sa fourrure pour leur robe de cérémonie, car il est considéré comme un animal protecteur qui préserve... Regardez, il est fâché. Il est trop cute, regardez, il est en mode pas content. Je vais me mettre en colère, je vais devenir tout rouge. Ah non, ça marche pas. Des attaques des mauvais esprits. Donc, évidemment, vous vous en doutez que le panda finis carpette, ce n'est pas très bon pour la... Ah non, c'est pas cool. Même pas bon du tout. Bah non, c'est pas bien. Quoi? Comment ça le caca c'est délicieux? Pourtant, notre invité est relativement... Comment ça le caca, on est sur un stream d'archi ou... difficile à approcher. Non seulement c'est un as du camouflage, mais étant arboricole, c'est un grimpeur hors pair. Donc ne vous étonnez pas si... Bon, il est trop mimi, il se balade. C'est un envers en train d'escalader avec ses solides griffes bien accrochées. Bon, on remarque quand on pèse un tout petit 5 kg, on se dit que les acrobaties, c'est les pattes dans le nez qu'on les fait. Discret et solide. 5 kilos seulement. Le petit panda est principalement actif au crépuscule et à l'aube. Le reste de la oh, il fait le dos rond. Je suis désolé. C'est vraiment le meilleur animal, il est grotesque de fou. Journée, il préfère se... C'est bon, vous l'avez vu, votre dose de mignon? C'est bon, je vous ai pas foutu de vous quand même. Et lâché sur une bonne branchée lorsqu'il a chaud, il s'étend de tout son long. Caca, c'est un mot censuré, c'est beaucoup, c'est pas censuré le mot caca. Pendre ses papates et pique un petit... Oh là là, c'est à moitié un paresseux, en plus tu dois être heureuse Olive. Pour communiquer, outre quelques piaillements écrits par-ci par-là, l'un de ses moyens d'interaction avec ses congénères, c'est pipi caca. Et je ne rigole même pas. Comment ça? Panda Roux possède en effet... Ils communissent par la chiasse? Qui jalonne les frontières. Et ils ont décidé que c'était l'endroit idéal pour divulguer les ragots. Téléphone censuré? Ah merde, ok. Femelle en chaleur, tout y passe, comme quoi, pourquoi s'embêter à inventer des mots alors qu'on peut se contenter de renifler les excréments de ses voisins pour attraper les bonnes infos. Une fois que le message est bien passé, papa petit panda descend retrouver maman. Et oui, les ébats se déroulent plutôt sur le sol. Acrobate, oui, mais pas suicidaire non plus, nos petits pandas. Ferme-la Archie, j'ai rien dit mais ferme-la. Dans la saison des amours, la femelle peut s'accoupler avec plusieurs partenaires. Vous savez ce qu'on dit, le meilleur moyen de choisir, c'est de ne pas choisir. Ok. Une fois fécondée,
maman pandarou entre en gestation pendant 118 jours. Les petits pointent le bout de leur nez, aveugles et sourds, et commencent à ouvrir les yeux au bout d'une vingtaine de jours. Ils restent avec leur mère jusqu'à ce que celle-ci fasse une nouvelle portée. Une fois capables de se nourrir par eux-mêmes, les petits pandas croquent ce qui leur arrive sous la dent, mais on vous l'avez compris, un plat favori, le bambou. Pourtant, le pandarou appartient à l'ordre des carnivores. Non, omnivore, c'est quand tu manges... Bah attends, il va le dire. Notamment car il possède une molaire caractéristique de ces mangeurs de viande. il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Il est en mode... Ça, c'est lui qui est pris sur lui en mode... Ah, j'ai fait une bêtise. Ah. Il est trop mimi. Mais il n'y a vraiment que cette dent qui veut manger de la viande, puisque 90% de son alimentation est composée de bambou. Bon. Alors du coup, la différence, si je me souviens bien, c'est que végétarien, c'est tu manges des végétaux et des animaux. Omnivore, c'est tu manges de tout. Donc du coup, végétaux animaux, ils mangent pas de charogne, ils mangent pas d'œufs, il y a plein de trucs qu'ils mangent pas, mais ils mangent genre un peu de certaines viandes et un peu de certains végétaux, mais pas de tout. Évidemment, de temps en temps, je crois, le petit panda croque bien quelques petits mammifères, oiseaux, œufs ou autres baies, mais n'empêche que notre ami peut passer jusqu'à 13 heures par jour à grignoter des jeunes pousses et feuilles de bambou. Par contre, monsieur laisse les tiges à part, contrairement au panda géant qui lui... Alors lui, il a une tête de con. Hein. Alors lui, il a vraiment l'air de... Il a l'air pas méchant, mais pas bien fut-fut non plus. Il a vraiment une tête de... Oh, c'est compliqué. Tout goulûment. Le problème de manger du bambou quand on est carnivore, c'est qu'on ne digère pas très bien. Chez le pandarou, seulement un quart des nutriments dont il a besoin sont extraits à partir du bambou, d'où l'importance de varier ses repas. Bon, vous vous en doutez, avoir une alimentation aussi spécifique rend notre petit panda très dépendant de son environnement. Il possède certes quelques ennemis naturels tels que les mustélidés, la panthère nébuleuse ou encore la fameuse panthère des neiges, même si les deux espèces se croisent rarement, dont vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo juste ici. Lorsqu'il se sent menacé, notre cher invité s'échappe en grimpant dans un arbre sur des... Oui, oh, il est pas pressé. Hein. De fuir, alors il passe en mode attaque. Il se dresse sur ses pattes arrière pour paraître plus grand et menace son ennemi de ses griffes acérées. Bon, l'explication, je vous la montre en photo, âme sensible, s'abstenir. Il a juste l'air d'un furie qui est en mode « Hey, salut mon pote, tape-moi 5 !» Il a vraiment l'air d'un furie d'un furie qui essaie d'être sympa. Le fait que ce soit sur deux pattes, c'est une quali de fou. Il a vraiment genre... Il est vraiment à la furicone, c'est terrible. C'est terrible. Waouh. On dirait pas une fursoute de fou. Coucou, c'est moi. C'était Médoli en fait. C'était juste Médoli déguisé. Tu fais peur à personne. Le max de terrain, il est encore mignon. Mais c'est complètement un furie. Enfin, genre, il a la posture de... Enfin, c'est terrible. Oui, je sais. Vous avez eu la peur de votre vie. Donc, avec cette technique imparable, notre panda arrive quand même à vivre jusqu'à 12 ans. Ah ouais, plus qu'un chat. Enfin, ça, c'est sans compter sur encore et toujours l'humain, bien sûr. Entre braconnage pour sa fourrure, déforestation et réduction de son habitat et de ses sources de nourriture, notre invité est bien mal en point. Il possède aujourd'hui une pastille orange selon l'UICN. Oh non! C'est-à-dire que c'est une espèce en danger d'extinction. Oh non! La population aurait diminué de 50% en 18 ans. Oh non! Il serait aujourd'hui moins de 10 000 individus à l'époque. Oh non! C'est trop triste! Mais, comme vous le savez désormais aussi, tant qu'il y a de la vie, on garde espoir. Ah! Et surtout, on se retrousse les manches pour agir. Dans le monde entier, les parcs animaliers se sont mobilisés pour préserver l'espèce en participant... Oui, comme à Lille! Comme chez nous! ...tenir une population importante et avec une grande diversité génétique pour un jour pouvoir, on l'espère, les réintroduire dans leur milieu naturel. De plus, de nombreuses associations agissent pour notre invité flamboyant. À l'échelle internationale, la Red Panda Network
RPN, travaille avec les autorités locales du Népal et du Bhoutan notamment pour aider les villageois à replanter les arbres, leur apprenant ainsi la gestion durable des forêts. Car n'oubliez pas que protéger une espèce revient surtout et 10 000, c'est pas plus que nos corréligionnaires anti-génocide en France? Quoi? J'ai rien compris. Tout à protéger son habitat et tout l'écosystème qui l'entoure. En France, notre partenaire du jour, l'association Connaître et protéger le panda roux, s'est fixé comme objectif de participer à la préservation de cet animal et de son écosystème. Elle mène notamment des projets de conservation au Népal sur le terrain, en plus de sensibiliser aux problématiques liées à la disparition de cette espèce. Pour faire connaître cet animal au grand public, l'association participe à des événements sur les thèmes du panda roux et de son environnement. Ils se déplacent dans des écoles, des centres loisirs et se rendent également à des journées à thème dans des parcs zoologiques ou lors de conférences. Oh, la journée à thème panda roux. Qui a envie d'y aller dans le chat? Qui veut faire une journée à thème panda roux? Collabore étroitement avec la Red Panda Network, évoquée plus tôt. Il travaille avec les populations locales pour créer des aires protégées, former des gardes forestiers, replanter des arbres, trouver des solutions alternatives à la déforestation et sensibiliser à la préservation du petit panda. Pour les soutenir, rendez-vous sur leur site internet dont le lien est... Et moi pour me soutenir, rendez-vous là maintenant, ici déjà hein. Sur la vidéo. Et oh, y'a pas que les pandas, y'a aussi moi hein. Non mais oh. Regardez cette vidéo. Eh bah de rien. C'était très mignon. Notre invité si mignon, le panda éclatant. Ouah, c'est son Wokédex à lui. C'est le Wokédex du panda roux. Totalement complété. C'est le moment... C'est pas un panda roux. Donnez de l'argent pour que je me fasse une fursuit de panda roux. Des 5 infos clés sur notre animal du jour. Nous avons vu que le panda roux n'est ni un ours ni un raton laveur. C'est le seul représentant vivant de la famille des Éluridés. Il possède une queue qui fait une taille presque équivalente à celle de son corps. C'est un super plaid pour se protéger du froid. Le panda roux est arboricole. Il se déplace et passe la plupart de son temps... Il descend que pour baiser, j'ai retenu. Mais végétarien, il se nourrit à 90% de bambou et c'est un animal très menacé. Il ne resterait que 10 000 individus à l'état sauvage. Mais heureusement, des actions existent pour le protéger. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui, de fou, c'était très chouette. Merci beaucoup, monsieur. Donc, du coup, ce petit panda roux va pouvoir choisir son nom et vu que vous avez choisi, on va pouvoir voter. On vote pour June, du coup, c'est ce que vous avez choisi. J'habite la ville de Lille. 59 000, du coup, Lille. Voilà. Hop là, et j'ai envoyé mon vote. J'ai envoyé mon vote. Si vous êtes de Lille, ne truquez pas les votes quand même. Si vous êtes de Lille, vous pouvez aussi envoyer votre vote ici. Voilà qui est fait. Hop, le petit panda roux. Ça, c'est traité. Voilà, voilà. Oh, c'est très chouette ce petit truc panda roux. Oh, t'as une émote panda roux. Incroyable. Je reste surprenant. Oui, de fou, je comprends. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour finir ce petit point local? On a Camini découvre Cambrai, son histoire et ses bêtises. Absolute cinéma. Il y a 7 ans. À l'époque où Camini était au prime de sa fame locale. Où il y avait sa tête en gigantesque. Hop, voilà. Alors par contre, hop. Où France 3 faisait des émissions avec Camini pour l'emmener découvrir des villes et des villages partout dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, il va à Cambrai pour goûter les bêtises de Cambrai. Incroyable, banger, c'est parti. Il fait les mêmes têtes. Oh, c'est la Deule. Les gens des hauts, oui, let's go. Qu'est-ce qu'il fait? On arrive. Bienvenue dans votre émission Les gens des hauts. Aujourd'hui, je suis à Cambrai, la ville des bêtises et de Louis Blériot, premier aviateur à avoir traversé la Manche en 1909. Let's go, c'est nous. Chargée d'histoire. Partiellement détruite par la guerre, elle a su renaître de ses cendres tel le phénix. Métaphore, mythologie, le mec est cultivé. À Cambrai et ses environs, c'est cringe. Des gens originaux qui vont vous surprendre. Ils parleront tradition, patrimoine, gastronomie, environnement et même musique. Allez, sommaire. Le montage est pas très bien fait. À chaque fois, ça coupe une demi-seconde trop tard et puis il essaie de faire des blagues qui marchent pas. Je sens que ça va être incroyable. Faire un petit tour en cuisine autour du Chicon avec Patrice et Antoine. Ah, le Chicon. Cambrai. Nous irons à Caudry voir Julien. Oh. De la dentelle. Oh. Éric Blanche-Gorge et François Campion pour faire quelques bêtises.
Rencontre avec Bruno Guidez, tapissier et oh d'œuvre. Et nous retrouverons ensuite Olivier Aubry, directeur du centre social du centre-ville de Cambrai. Situé dans la vieille pierre, aux confins des plateaux du Hainaut et de l'Artois. On y trouve de vastes plaines aux légères ondulations qui caractérisent le paysage du Cambrésis. Je vais retrouver Gilbert dans une véritable caverne d'Ali Baba, un mélange joyeux de petites pépites et de drôles de trouvailles. Un passionné d'outils anciens a ouvert un musée pour montrer aux visiteurs comment que ça se passait dans le temps là. Gilbert de Maresville expose près de 2000 objets. Par exemple, savez-vous ce qu'est une chaudière d'endive? Non. C'est pas, hein? Ah non. Fais-moi son malin, hein? Ah ouais. Avec démonstration. Allez. Je suis à fond. Je suis à fond. C'est quoi le chaudière d'endive? Gilbert, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, écoutez, c'est ma dernière acquisition. Hein, c'est ma chaudière à endives. Ah, bah la voilà, la fameuse... La fameuse chaudière à endives, les endives de pleine terre des années 60. Donc, ah non, je tente un guess. La chaudière à endives, c'est une chaudière que juste pour maintenir les endives à température l'hiver pour pas qu'elles gèlent, parce que si elles gèlent, elles sont moins consommables. Je tente le guess. Je vais remplir toute ma chaudière. Et ça sert à quoi à la base? Alors, cette chaudière, elle sert à aller dans les champs. Ah, perdu. À chauffer l'eau du sol. Du sol, on chauffe la terre. Il y a un cadre, le cadre il fait 8 mètres de long, 2 mètres de large, il est enterré à 40 cm de profondeur, et puis la chaudière elle va fonctionner pendant 21 jours, plus ou moins. 21 jours? Pour pousser les endives alors c'est l'hiver, pour chauffer la terre, parce que les racines d'endives, c'est ça, hein, on a planté cette racine-là, voyez-vous. Et on fait... on en voit 10, 15 comme ça, avec 15 chaudières, vous voyez, comme ça. Voilà. Ah d'accord, il y a beaucoup de chaudières. Mais alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif... Faciliter la pousse oui, alors... des légumes, c'est quoi l'objectif? C'est une salade, c'est une endive, c'est-à-dire c'est un chicon ou des chicorées. J'adore comme il répond pas du tout aux questions. La première fois qu'il lui demande, c'est quoi l'objectif? Ah, c'est quoi l'objectif? Alors, l'endive est une chicorée, est une salade. Mais putain, mais c'est pas ça la question! Pour le Nord-Pas-de-Calais, on appelle ça des chicons ou des chicorées. Oui, mais ça sert à quoi la chaudière? Il fallait la casser très adroitement, 2 doigts d'un côté, 1 doigt de l'autre, et clac. Voilà comment elle se passe. Ok. Voilà. Vous êtes un passionné des outils anciens. Oui. Il y en a encore plein à l'intérieur. On sait toujours pas à quoi sert la chaudière à endive, hein, par contre. Bah, alors oui, moi, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, vous allez me montrer ça. On y va. Ah oui. Cabini, mon appareil frère, ouais. Cabini, il est un peu... Cabini, là, il est un peu méprisant, je trouve. J'aime pas. Ça, hein, ici. 2000, ils sont tous d'origine, provenant des Hauts-de-France et puis un peu de partout dans France, même à l'étranger. Il y en a qui viennent de la Réunion, de la Belgique, de Bordeaux. Et là, ce sont des objets agricoles ou par exemple ça? Eh ben, c'est un peu le thème, c'est autrefois la France rurale, donc c'est tous les corps de métier. Hein. Oui. Et là-dessus, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, celle-là, écoutez, elle est unique. J'arrive pas à avoir une deuxième machine de ce. Comme celle-ci. Mais c'est quoi? Celle-ci, hein, c'est une machine. Bon, autrefois, c'était les petits fermiers avec 5-6 vaches. Chacun faisait. Il répond jamais aux questions. À chaque fois qu'il commence à expliquer un truc, en fait, il se perd. Il n'explique jamais. On sait pas à quoi servait la chaudière. Là, on saura pas quelle est la machine. On sait juste que, il en a pas d'autre. C'est terrible. Il faisait son beurre, il avait la baratte à beurre, il faisait son beurre, et donc il mettait le beurre, il relaxait le beurre, il le mettait dans la vis sans fin, c'est une vis sans fin d'Archimède, et on tourne, et puis le beurre, la planche de beurre arrive sur... Ah, c'est pour faire des plaquettes de beurre. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Eh ben si, on a inventé le fil à couper le beurre. Donc l'expression fil à couper le beurre, c'est ici. C'est cette affaire-là. Ça, c'est génial. Donc on retrouve et les objets... C'est pour faire des plaquettes de beurre, ok. Alors on va aller faire un petit tour par ici. Alors ça, c'est aussi... Moi, je l'ai appelé Achille l'ébéniste. C'est parce que c'est une famille qui l'a offert à l'écomusée. Il y a une expression populaire qui dit « mettre le pied à l'étrier ». Oui. Ben, c'est pas monter à cheval et puis mettre le pied à l'étrier. Quoi, ça va être la machine maintenant Eh ben, c'est l'étrier de la machine. Alors, voilà. Donc on mettait le pied comme ça. On met le pied, on est sur une jambe. Hein, voilà, on va démarrer. Oui, voilà. Mettre le pied à l'étrier. Alors, on est sur une jambe et on découpe des planches. Donc, alors, vraiment, deux expressions. C'est une scieuse à bois. Le fil à couper le beurre, ça vient aussi d'une machine. Le pied à l'étrier, ça vient aussi d'une machine. Incroyable. Voilà. Ça. Il y a encore un objet qui m'interpelle là. Qu'est-ce donc? Edmond Garin, constructeur Cambrai. Ça, c'est bah là, monsieur. C'est un tonneau.
Lui, c'était un grand monsieur à Cambrai, dans la rue de Solesmes. Pendant 100 ans, il a été le constructeur des barattes à beurre à bascule. C'est une baratte à bascule. Et alors, après, on tourne pendant 1h30. 1h30. Jamais aller trop vite. Si on va trop vite, on va chauffer la crème, on aura du beurre mou. Et si on va pas assez vite, eh ben on aura du beurre, mais 2-3 heures après qu'on aura... On n'aura pas de beurre tout de suite. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas une expression par rapport à ça Une expression. Et ta sœur, elle bat le beurre, ça vient pas de ça, c'est pas ça ta sœur, elle bat le beurre, oui, si vous voulez. Voilà. Bah écoutez, Gilbert, merci beaucoup. Merci pour m'avoir reçu dans votre... Trop stylé. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. Olive, viens, on va à son musée. Ma théorie, c'est que tu laisses parler sans l'interrompre, sinon tu finiras par toute la réponse. Ouais, non, mais Camille est insupportable. C'est la règle de l'époque de toujours couper... tac. Olive, viens, on y va à ce musée. Ça peut être trop cool. Viens, on va à Cambrai, on va au musée de Cambrai s'il existe encore. Je pense que ça m'aimerait que ce soit trop stylé. Moi, j'ai envie, hein. Moi, ça me chauffe. Mais avant de partir, est-ce que je peux vous prendre quelques chicons? Ah mais oui, j'ai volontiers. C'est plus haut, je voulais y aller. Ok, on y va. Allez, merci Gilbert, merci beaucoup. Il est grand temps d'aller cuisiner. Le pied au lettrier, non. Je me lance donc à la recherche d'un restaurant dans les rues de Cambrai, la ville aux 3 clochers, avec mes endives pour une idée de recette. Vous savez pas avec les chicons, moi. Je peux pas me balader toute la journée avec les chicons quand même. Pourquoi pas? Bah, tiens, un restaurant, maison de marque. Maison de marque, restaurant, l'alchimie, les arômes et du goût. Parfait ça. Ah, il a une tête de con comme Camini. Ah, bonjour les gars. Bonjour. Patrice, enchanté Patrice. Camini. Antoine. Antoine, bonjour Antoine. Alors, ouais, vous avez une idée de recette avec les chicons? Parce que là, je suis en galère, j'en ai plein depuis tout à l'heure, je sais pas quoi en faire. Ouais, bah tu vas commencer par mettre un tablier. Ah, ok, d'accord. Tiens, allez, remballe ton slibard lotard, retourne dans ton slip sans toucher l'élastique, tiens, chais. Bon, pas de problème. Oh, il a le seum. Que vous en cuisine, mais j'ai mon petit savoir-faire, attention. C'est vrai. Donc on va faire une recette à base d'œufs. Ils en ont rien à foutre. Et c'est quoi le nom de la recette? Elle a un nom, cette recette-là? C'est l'œuf cocotte à la crème d'endive. L'œuf cocotte à la crème d'endive. Oh, c'est bon ça, l'œuf On va cocotte. commencer par casser l'œuf. Ouais, dans un bol. Et on va le cuire 4 minutes au four. 4 minutes, donc c'est très précis déjà. On n'a pas le temps de... Pas tant. Et moi pendant ce temps-là, j'émince les endives. Ok. Mais vous dites endive. C'est quoi la différence entre chicon et endive? C'est juste une appellation? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà, il y a chicon, endive. Endive, c'est pour les gens qui sont pas du Nord, et chicon, c'est pour les gens qui sont du Nord. Donc là, tu fais sauter tes lardons. Voilà. Ok. Tu vas mettre tes champignons. En même temps. Ok. Lardon, champignons, chicon. Trop mal? Ça va. Ça va? Donc là, on a coloré un peu notre plat, on a coloré nos champignons, on a fait tomber nos endives. On va faire la crème d'endive. Donc la crème d'endive, un peu d'huile, un peu d'endive. Une fois qu'elles sont suées, on va les mouiller avec du lait. Mais les recettes comme ça, vous les connaissez par cœur? Et Vous de la révisez crème. un petit peu avant? Bah oui, c'est pas compliqué. C'est à l'instinct. C'est à l'instant quoi. Regarde, t'arrives, tu sonnes à la porte, tu nous ramènes des Ouais, endives c'est et vrai. voilà. On fait quelque chose. Et là pareil, je remue ou pas? Voilà, on remue un peu et on va assaisonner avec un petit peu de sel. Tu remues et après on va laisser cuire. Comme ça, une fois que c'est cuit, on mixe et on est bon. Donc on va attaquer le dressage. C'est joli. C'est vachement beau, vachement précis, vachement organisé le dressage. Ça aurait été moi qui aurais fait ça, il y en aurait partout. Je pense que l'œuf aurait éclaté même au milieu. Bah non, faut pas faire éclater l'œuf. Et la magie opère. La petite crème. Oh. C'est bon l'œuf cocotte. C'est dégusté. Donc là, je peux... Ah, il est pas parfait. Je peux me faire Il est pas plaisir. parfait. Voilà. Allez. Super. Camille la Charlotte, oui, je suis d'accord. Comment on dit œuf cocotte quoi? Aux endives. œuf cocotte aux endives. Ouais, œuf cocotte ou au chicon. Moi, le seul plat que je connaissais avec le chicon, c'est la chikungunya. Le chikungunya. Ah ouais. Ah c'est...
Ah ouais. Ah, c'était... Ah, c'est beaucoup, hein. Laurent Ruquier-Thiers, un peu, hein. Oh, il est humoriste, lui, hein. On sent qu'il a fait de la scène, hein. Et c'était pas très bon, franchement, c'était pas ouf. C'est largement meilleur, hein. C'est largement meilleur. Bon boulot, les gars. Votre plat est meilleur que le chikungunya, c'est quoi ce compliment? Eh, franchement, c'est moins mauvais que le VIH. C'est quoi quoi? C'est bien, vous avez retenu la leçon? Ce que je vous ai montré? Ça marche. Quand je serai pas là, faut faire pareil, hein. Demain à 9h, hein. Ok, ça marche. Merci, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, casse-toi. Tu casses les couilles. Caudry figure parmi les derniers plus grands pôles d'hôteliers français en activité. Ville et métier d'art, elle conjugue le charme d'une ville de haute technicité, d'histoire et de tradition. Un véritable joyau d'art intemporel. Aujourd'hui... Ok, Olive, merci beaucoup. Ça fait un élément en plus. Donc il y a eu mon grand-père qui a sa statue maintenant près du musée. T'as raison, en fait il fait pas des blagues problématiques, il fait des blagues pandémiques. Le musée de la dentelle, j'avoue, je suis curieuse aussi. Hein. Laurent et Julien. On est donc à la 5e génération. Un savoir-faire unique, reconnu par les plus grands noms de la haute couture, témoin d'un patrimoine industriel bien vivace. La spécificité de la dentelle Livers, comme vous la voyez ici, c'est une dentelle qui est tissée. Donc c'est un principe, une technique de tissage qui fait que ce n'est pas une dentelle qui est tricotée, contrairement aux dentelles qui sont faites sur des machines plus modernes. Nous ici, les dentelles Livers sont faites sur des... Jean Branco, oui, ça m'a fait tiquer aussi. On a reproduit fidèlement la technique de la dentelle au fuseau, c'est-à-dire de la dentelle à la main. Et depuis, en fait, aucune autre machine n'a su reproduire fidèlement ce mouvement de manière plus productive ou plus rapide que sur les métiers Livers. Alors voilà, là on est au niveau de la préparation. Ce qui est vraiment important de comprendre dans le métier de la dentelle, c'est qu'il y a une énorme partie qui est faite avec la main de l'homme. Bien sûr, on utilise des machines, mais c'est vraiment de l'artisanat industriel. Là, il y a à peu près 4 ou 5 000 bobines. Je ne connais pas beaucoup en tissu. Olive, tu vas peut-être me corriger. Mais moi, quand j'entends artisanat industriel, je me dis qu'on essaie de m'enculer. Je sais pas vous, mais artisanat industriel, pour moi, ça pue un peu la merde. Ça sent le mec qui essaie de me vendre un truc alors qu'en fait, c'est full industriel. Pas grave, tout industriel, très bien, mais je sais pas, ça fait trop crari, je trouve, j'aime pas. Là, j'ai une connerie, c'est un truc qui existe vraiment dans le monde du tissu. Hein. J'ai pas une très grande compétence dedans, mais je sais pas, ça me red flag un peu. Qui sont dans la machine. Dans chaque bobine, il y a à peu près 120 mètres de fil. Avec ces 120 mètres, on va faire une pièce de dentelle qui va faire 10-12 mètres de haut sur 5 mètres de large. À la sortie des pièces de l'atelier, on vient passer tout c'est magnifique. En cadre et on vient repérer tous les défauts qui sont, eux, réparés à la main. Donc on est vraiment 100% qualité où on va venir réparer chaque défaut de la dentelle. Ah bah... Mais qu'est-ce qui se passe? Bah... Bah c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plus de... YouTube, allô? Vous m'entendez encore? Oui, vous m'entendez encore? Oui, j'ai pas d'écho, non, tout va bien? Non, c'est juste YouTube qui a décidé de... Très bien. On va revenir là où on en était. Voilà. Bobine, il y a à peu près 120 mètres. Voilà. Par pitié. YouTube, un principe voilà. de 100% qualité où on va venir réparer chaque défaut de la dentelle. Les marchés essentiels pour nos produits, c'est essentiellement la haute couture et on a aussi la lingerie. Ah bah oui. Logique. Cambrai est surtout connu pour ses fameuses bêtises. Je vais me glisser... Attendez, par contre, Camini, il a pas le droit d'entrer dans l'usine de dentelle, là. Il était pas là. Genre, on a eu des gens qui répondent aux journalistes, mais Camini, lui, il était juste pas là. Il a posé un RTT. C'est terrible. Dans la peau de l'inspecteur Colombo pour essayer de savoir... Oh, Colombo! Alors, il y a quelqu'un sur ce chat qui est fan absolu de Colombo. Je vais pas doxer qui c'est.
L'éternité des bêtises de Cambrai, la société Despinois ou la société Afchin. Ah, c'est vrai ça. Bonjour Camille, vous allez où? Direction l'entreprise des bêtises de Cambrai. On y va. Allez. On a écrit quoi? Ah, Afchin, j'ai lu Afghan, j'étais en mode quoi? Peut-être, hein, peut-être ils ont juste aussi un bout de reportage. Interrogeant Éric Blanche-Gorge chez Afchin. Alors, Émile, en 1830, fait une erreur. Il fait tomber de la menthe. Dans la préparation, c'est ça? Tout à fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas dit à ses parents. Il était apprenti confiseur et les parents ont quand même vendu les bonbons. Les clients les ont trouvés plus digestifs que d'habitude. Et c'est alors que Émile a avoué qu'il avait laissé tomber de la menthe dedans. Ses parents lui ont dit « Émile, tu as encore fait des bêtises. » Et depuis, la bêtise était née. Oh, c'est mignon. Trompé. Est-ce que c'est Afchin ou est-ce que c'est Despinois, c'est ça? Alors, l'histoire dit que c'est effectivement Émile Afchin qui s'est trompé. Il était confiseur chez ses parents. Donc, pour nous, ça démarre par... Oui, bon, toi t'es commercial chez Afchin, tu vas dire que c'est Afchin, oui, logique. Afchin. Quand je vais dire ça à ma femme. Pour poursuivre votre enquête. Ah non, il a voulu faire du Colombo. Ah d'accord. C'est une imitation de Colombo, je veux dire ça à ma femme, j'ai capté. C'est une imitation Colombo, ok. Ah ouais, c'est pas clair, c'est bizarre. Camille, je vais vous faire découvrir. Ah bah. Là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est parce quelque chose de pas clair? Non, c'est bon, c'est réglé. J'ai eu des drops, mais c'est pour ses revenus. Fabrication de nos bêtises de Cambrai. On y va. Et alors Camille, qu'est-ce que vous faites? C'est ma femme qui va être contente. Ah oui, c'est l'imitation de Colombo, ouais. Le casque. OMG, il a mis la Charlotte, incroyable. Quel est le nom de cette machine? C'est un cuiseur. Un cuiseur. Attendez, mais il va faire Colombo pendant tout le long. Tout le long, il va faire Colombo. Là, il est encore dans l'usine en train de le faire. C'est un enfer. Sucre, glucose et eau. Tout va être cuit dans ces cuiseurs en cuivre qui sont vraiment anciens également. Cette masse pèse environ 80 kg. Et donc l'opérateur ici, c'est Steve. Donc là, c'est une masse de sucre. Une masse de c'est bon, il a arrêté. On appelle ça de la lave d'or. C'est-à-dire ça fait comme de la lave. La lave d'or, dorée. c'est beau. C'est beau ça. Donc là, on va venir refroidir la masse de sucre. Waouh, c'est magnifique. Sur elle-même, comme ça, jusqu'à temps que l'opérateur décide qu'elle a la consistance voulue pour pouvoir la mettre dans notre batteur. Et là, ça va être le moment magique. Ah oui, ça, j'ai déjà vu des vidéos satisfaisantes de ça. Incroyable. Menthe, naturelle, bien sûr. Maintenant, je vous emmène voir Anne, qui est dans l'entreprise depuis 4 ans. Trop stylé. Ça va vous aider dans votre enquête. Allez, on y va. Oh, ta gueule. C'est trop stylé, ça. Bonjour Anne. Bonjour. Je suis en pleine enquête, en pleine réflexion. Je me demande qui a découvert la recette miracle. Mais la bêtise est un secret, je ne peux pas vous le dire. En 40 ans d'expérience, vous devez avoir 2-3 petites... Secret. Ouais. Mais je les garde. Vous gardez les secrets. Le secret, ça reste dans la maison. Et nos bêtises sont les meilleures. Je respecte. Ah, ça s'arrête là-dessus? Pour poursuivre mon... Bon, il en a même pas mangé une, c'est trop dire. C'est trop triste. Je me dirige dans la ville de Fontaine-Notre-Dame, qui se trouve à 6 km de Cambrai, afin de connaître la véritable identité du fondateur ou du créateur des bêtises de Cambrai. Oh, non, c'est pas fini. Ok. Ah, il va chez l'autre maintenant. Femme qui va être contente. Oh, ta gueule! Bonjour Madame Despinois. Bonjour monsieur, non Madame Campion. Ah, c'est Madame Campion, oui. Une journée dentelle bêtise après envers, let's go. Hein. Bêtises de Cambrai de chez Despinois et vos meilleurs ennemis chez Afchin. Alors nous, personnellement, elles sont toujours faites artisanalement, très aérées. La qualité d'une bêtise de Cambrai, elle doit être croquante et friable. Il est vraiment allé voir le mec en disant « Ah, je suis allé voir vos concurrents, c'était vachement bien. Est-ce que vous n'êtes pas des nulos ?» On ne sait pas qui a réellement découvert la fameuse recette des bêtises de Cambrai. Donc je dois poursuivre l'enquête. Et pour ce faire, on a besoin du lieutenant Colombo. Ou alors Colombe Black, comme vous voulez. Donc je vais aller faire un...
Colomb Black. Vous l'avez? Parce qu'il imite Colombo. Et parce qu'il est noir. Du coup, ça fait Colomb Black. Ah putain, c'est compliqué, hein. Oui, mais avant d'aller faire un tour en fabrication, vous êtes obligé. Ah oui, Allez, les règles d'hygiène. les règles d'hygiène. Oh, c'est beau ça. Le tokenisme, mais ça... Non, mais le problème, c'est pas la tokenisation, le problème, c'est l'humour. Pendant combien de temps vous étirez la pâte? Là, on va l'étirer à peu près 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Et l'étape d'après, vous la mettez ici, c'est ça? Alors, on va mettre ça sur la table. Là, après, on va faire une grosse bêtise. Une bêtise qui va là pèse à peu près 45 kilos. Waouh. On la met là-dedans. Cette machine, elle s'appelle comment? Une rouleuse. La rouleuse. Mais alors, François, qui a fait la recette finalement? Est-ce que c'est Afshin? Est-ce que c'est les Despinois? C'est ni l'un ni l'autre. Quoi? C'est un mitron, c'est un jeune, un apprenti, qui a fait une erreur. Et ce mitron-là, il est allé travailler chez Afshin après. Ah. Le tribunal a tranché, il a dit Despinois, tu seras seul créateur, et Afshin, tu seras seul inventeur. Oh, le tribunal qui a dit je veux pas les emmerdes. Toi t'es créateur, toi t'es inventeur. Allez hop, cassez-moi pas les couilles. Alors, je comprends mieux. Despinois. La rouleuse, c'est moi. Et Afshin, inventeur. Exactement. Mais c'est pratiquement la même chose. Ok. Ça m'embête de ne pas avoir trouvé Mais la regardez, solution. je vais vous offrir une boîte pour votre dame. Ah, merci, c'est très Regardez, gentil. vous avez le choix, ça c'est la menthe, la traditionnelle. Là, vous avez un mélange de parfums, je vous conseille celle-là. D'accord. Comme ça, elle aura l'occasion de goûter tous les parfums différents. Ah, merci beaucoup, merci. Voilà. Merci. J'ai quand même prendre celle-là aussi. Ça Non, me dérange les pas. autres, vous en avez devant déjà. Oui, non, mais ma femme aime beaucoup les bêtises. Ah bah ça se voit. Et d'ailleurs, elle ne fait que des bêtises. Des bêtises quand je suis pas là, ma femme, vous savez. Vous voulez un sachet pour mettre dedans? Oh, ça va aller très bien, merci beaucoup. Merci. Bah, les blancs. Merci, François. Bah, les blancs. Merci. Il a pillé la boutique. C'est bon, c'est fini Colombo? On va passer à autre chose? On a quoi ensuite? Est un mof. C'est bon. Meilleur ouvrier de... Oui, les mofs, j'adore les mofs. Picier décorateur, il peut tout aussi bien rénover un fauteuil Louis XV qu'un canapé de grand designer. Un grand écart et un défi qu'il relève tous les jours avec passion. C'est quoi dans les bouteilles? Bah des bêtises en vrac, non? Je suis un pur produit de fabrication maison, c'est-à-dire que j'ai pas été à l'école du tout pour apprendre mon métier. Oh là là, trop stylé. À l'école, la stache, lycée professionnel où il y avait les tapissiers, c'était pour passer mon CAP en candidat libre. Sinon, j'avais pas fait ça comme étude, j'avais fait un DUG A, sciences et structures de la matière, maths, physique, chimie. Waouh. Vu que mon père était tapissier et qu'à l'époque on habitait sur le lieu de l'entreprise, j'ai passé... Ah, c'est un héritage. Dans les ateliers. La passion vient de ce que la mode évolue et qu'en ce moment, la mode, on est en plein dans le 50, 60, 70 qui a surplanté les années 30 qui étaient à la mode il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, on est plein pot là-dedans. Et là, on est obligé de se mettre à la page régulièrement parce qu'il y a une complexité des modèles. C'est un peu intéressant aussi de changer de braquet et de partir un peu dans le plastique et dans la mousse. Ok. Plutôt que dans le bois et dans le crin. Ok. On travaille en famille. J'ai ma compagne qui travaille avec moi, qui fait les rideaux, tout ce qui est couture. Hein, et j'ai toujours mon employé qui est là depuis 40 ans. Qui est rentré à 16 ans et qui est là depuis ce temps-là. Waouh.
On ne garde pas ses tuyaux pour soi. On n'est pas comme dans les recettes de cuisine où je te le dis pas comment j'ai fait. Ici, si on sait faire un truc, on le partage. Oh. Tout seul, on peut pas grand-chose dans le métier. Donc, faut partager. Oh, il est trop touchant. Et cette subdivision territoriale de voies navigables de France. Oh, bateau est située à bateau OMG, bateau bateau. Je me rends incroyable. Social du centre-ville de Cambrai. Ah non. Une structure de proximité. Ah non, pas bateau. Familiale et intergénérationnelle. Ah non, pas bateau. Je suis déçu, moi je pensais qu'il y aurait des bateaux. Bonjour madame, je peux vous confier mon manteau? Allez, voilà. Merci. Et vous en prie. Allez, Olivier, c'est parti. Olivier. Et... Pas d'Olivier. Sa femme, c'est son employé, il l'a rentré à 16 ans. Non, c'est son employé qui l'a rentré à 16 ans. Sa femme, il a pas dit qu'il l'a rentré à 16 ans. Les femmes, ça quoi? Bah évidemment. Ah, bonjour. Mais ferme-la, t'interromps une répète. Je cherche Olivier. Vous l'avez pas vu, Olivier? Il est passé par là. Mais j'entendais de la musique, vous chantez quoi là? C'est plus bien avant ce soir. Ah, allez, on chante ensemble, allez, envoie la sauce. Mais il est intankable ce gars. Genre, vraiment, il vient interrompre une répète pour dire ah, c'est moi qui chante maintenant. Il est intankable. 3 et... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Il est intankable. Olivier, j'espère qu'il est dans le bureau. Ah, mais il est en train de grailler. Je cherche Olivier. Ah, après avoir dérangé une répète de musique, maintenant il va déranger les gens pendant leur repas. Let's go. Olivier. Allez là-bas. Bonjour Olivier. Bonjour Camille. Je vous ai cherché partout dans l'établissement. Bah écoute, je te propose qu'on puisse s'asseoir. Allez. Il a pas répondu. Quand on rentre, la chose qui m'a frappé, c'est qu'on voit des enfants et on voit des personnes âgées. Donc c'est vraiment tous les âges, c'est intergénérationnel votre centre. Tout à fait, oui. Alors le rôle d'un centre social, c'est avant tout d'apporter une animation au sein d'un quartier. Tout l'intérêt d'un centre social, c'est que ce projet-là d'animation, il est porté par les habitants et pour les habitants. Donc on a vraiment des projets d'animation Waouh, Mamodo qui vient draguer des viewers sur mon chat, hein, c'est terrible. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire participer un maximum les habitants, toutes générations confondues. Vous qui vous occupez aussi donc, des personnes isolées, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Des personnes isolées. Ici. Tout à fait, oui. Donc l'association a 20 ans et c'est vrai qu'on a l'occasion, grâce au travail des bénévoles de l'association, des salariés, d'arriver à se mobiliser, à mobiliser des voisins avec des gestes tout simples pour aller vers les personnes isolées, celles qui sont seules. Alors c'est pas quelque chose au niveau, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème de revenus. Bon, après ça, c'est pas du patrimoine non plus, ça sent l'Amérique qui a dit vas-y on investit dans un centre social, il faut qu'on le montre et qui a accepté de faire l'émission à condition qu'on montre un de ces centres sociaux. Ça y ressemble. Hein. Je connais les mairies, c'est complètement le genre de trucs qu'elles font. Ensemble de choses qui font que les gens s'isolent et nous on essaye de leur offrir justement un espace en tout cas où ils vont pouvoir créer du lien social et pour certains d'ailleurs le centre social est, ils le disent, leur deuxième maison. Et là prochainement un autre groupe d'habitants se mobilise pour mettre à disposition un espace consacré à la biodiversité et à l'éco-citoyenneté. Mais alors qu'est-ce que l'éco-citoyenneté justement? L'éco-citoyenneté c'est un ensemble. C'est un ensemble où on a à la fois de l'écologie, du développement durable, de l'amélioration du cadre de vie, mais aussi de l'alimentation responsable. Et c'est porté par les habitants. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive tous les matins comme ça? Parce que des fois, j'imagine qu'on a des difficultés à monter des projets, on a des retards, des trucs qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui vous motive en permanence comme ça? Alors ce qui me motive, c'est la petite étincelle qu'on voit dans les yeux des gens quand il y a quelque chose qui se passe, une relation, un lien. C'est quoi cette musique de fond? Attendez. Remettez la musique de fond? Alors ce qui me motive, c'est la petite étincelle qu'on voit dans les yeux des gens quand il y a quelque chose qui se passe, une relation, un lien. C'est ces choses-là qui font... Pourquoi il y a de la musique de nains dans ces anneaux en fond? C'est bizarre. C'est pour nous, travailleurs sociaux, en tout cas, notre carburant. Non mais je déconne Forest. J'ai hâte de faire des blagues comme ça. Alors Olivier, donc c'est ton groupe de musique? Tout à fait, c'est ça. Qui s'appelle? Qui s'appelle la Why Not Company.
Bonjour la Wine Company. Bonjour. Ça va les gars? Bon bah alors, on va se quitter en musique. Vous allez nous chanter quoi là? Éteins la lumière d'Axel Bauer. Ok, allez, c'est parti. D'accord. Lumière, montre-moi ton côté sombre, mon garde les ombres d'hier. Cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Même pas, il chante un truc du coin, c'est dommage. Merci les gens des Hauts, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook Les gens des Hauts. Et d'ailleurs, à bientôt. Ouais, il a fait Fort Boyard. Mais mal cadré. Le bâtiment est beau. C'était intankable. C'était intankable. Mais c'était trop bien. Franchement, je pense que, vous savez quoi, à chaque capsule actu locale, on finira par Camini qui visite une nouvelle ville. Je pense que ça peut être gaulerie. On va faire ça, ça va être bien. Ça va être bien. Bisous YouTube, 1h30 de capsule encore, je sais pas faire court, désolé. Abonne-toi, mets un pouce, ouais, mets un commentaire si t'es là. Si t'es encore là à la fin, et bah force à toi et rejoins-nous sur Twitch et donne de l'argent, tout ça, tu connais. Bisous YouTube.